Alors, moins 1,5 de d2v sur d lambda 2, moins alpha d2v sur d lambda d2v sur d lambda dx. Donc ça, c'est parce qu'ils partagent le même brownien, moins alpha carré dv sur d mu. Moins L de x et de alpha, c'est un peu long, psi de lambda mu, multiplié par psi de lambda mu. Donc ça, c'est simplement là une manière formelle d'écrire l'équation de la programmation dynamique avec une équation de Bellman qui est relativement standard. Et emporté dans mon élan, puisque lorsque A est borné, cette équation est complètement OK, en un sens que je donnerai peut-être, je t'ai dit, bon, ben, si alpha est borné, on est dans un cas standard d'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman, et il n'y a pas de souci. Bon, ça, c'était allé un peu vite. Donc, le fait de changer les variables inconnues change en fait la nature des équations. C'est un phénomène qui n'a rien de très surprenant si on s'y attarde un petit peu. La difficulté là-dedans, c'est que si alpha est borné, bon, ben ça c'est gentil comme maximisation, mais il y a un problème là avec le psi de lambda et de mu. Il y a un problème parce que je l'ai mu, prenez mu égale 1 par exemple, et faites varier lambda. Mais il est clair que lorsque mu est égal à 1 et que lambda varie, cette fonction psi de lambda mu, elle n'est pas du tout bornée, puisqu'elle va croître exponentiellement vite, en général. Okay. Donc, on a a priori, alors que si vous êtes là, tout est parfaitement borné. Hein. Donc, et la raison est que, en fait, c'est psi de lambda t muté n'est pas presque sûrement borné, mais son espérance, essentiellement, vaut toujours 1. C'est une martingale. Donc, si on explicite ces variables, on a des choses qui peuvent être non bornées, et c'est une croissance violente. C'est une croissance extrêmement violente puisque c'est exponentiellement rapide. J'en veux pour preuve une masse de Dirac. Disons, en 1, eh bien, vous voyez que ça fait ouais, enfin, ça ne sera pas terrible comme exemple. Et si vous prenez mu égale à 0 et une masse de Dirac en 1, ben, ça se comporte comme du e puissance z. Bien. Mais même si vous avez un e puissance moins 1/2 z2, eh bien, ça, quand z tend vers l'infini, quand lambda tend vers l'infini, vous allez avoir une certaine croissance. Quelle croissance? On en reparlera dans un moment. Mais ce qui fait que vous allez sortir dans A borné du cadre habituel d'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman. Alors, il y a quand même une observation que je dois faire, c'est que cette fonction a une particularité qui va jouer un assez grand rôle, qui consiste à dire que psi, si vous dérivez 2 fois par rapport à lambda cette fonction, eh bien vous récupérez la même intégrale avec un intégrand qui est dans laquelle l'intégrand a été multiplié par z carré. Et si vous dérivez par rapport à mu, vous récupérez la même chose, mais avec un moins 1,5. D'accord? Donc 1,5 de psi lambda plus psi mu est égal à 0, c'est-à-dire ces solutions d'équation de la chaleur rétrograde, comme ça le doit, puisque c'est lié à la solution fondamentale, enfin bon, peu importe. Donc vous avez cette structure dont vous reconnaissez ici, multiplié par alpha 2, les termes en dérivée seconde. Et pour bien comprendre qu'il y a une difficulté, prenons un exemple. Prenons l'exemple L égale à 0. Si L est égal à 0, la solution, on la connaît, c'est V égale à 0. OK ? Que se passe-t-il maintenant si on cherche, je vais un peu tricher, mais si on cherche, parce que j'ai oublié le rho v, mais si on cherche un 0 ici, s'il y a une fonction indépendante de x,
vous voyez que la fonction psi, essentiellement, et solution va annuler ce sup. Hein. Regardez bien, si vous rajoutez, donc un meilleur exemple, si vous prenez v égale psi, donc on oublie le v, mais pour voir la difficulté, eh bien, ça ne dépend pas de x, donc ça y est pas. L vaut 0, et vous avez alpha carré fois exactement cette relation qui vaut 0. Donc c'est un noyau c'est dans le noyau de l'équation, la fonction psi. Bon, alors ça c'est quand même un peu gênant. Ça veut dire qu'il y a fondamentalement, si on s'y prend mal, à cause de cette croissance de la non-unicité. Alors, il faut évidemment normaliser les choses, c'est lié une fois de plus à cet aspect que psi de lambda t muté, ça peut être sur certaines trajectoires très 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 grand, mais sa moyenne est 1, essentiellement. Bien. Alors, où étais-je? Ça, c'est bon. Et donc, l'idée, ça va être de changer de fonction inconnue en factorisant, justement, psi de lambda mu. OK? Pourquoi c'est naturel de faire ça? C'est que je regarde psi de lambda t muté. Ben, vous voyez que lambda t, c'est lambda plus quelque chose. Muté, c'est mu plus quelque chose. Donc le psi de lambda t muté, a priori, c'est psi, enfin, c'est l'intégrale dans lequel vous récupérez cette quantité moins mu z2 sur 2, et puis ensuite, il va rester la partie stochastique fois d nu. Donc, on a envie de dire que d'essayer de centrer ceci en termes de taille des valeurs sur ce que j'obtiens lorsque j'enlève la partie stochastique n'est pas déraisonnable. Bien, et puis c'est aussi une manière de se dire, je vais peut-être comme ça évacuer le problème d'indétermination ou d'être dans le noyau de l'opérateur. Donc on va faire ça, et on va évidemment, dans l'équation que l'on va obtenir, diviser par la fonction psi qui est strictement positive. On obtient donc ρu moins 1,5 de d2u sur dx2. Donc j'ai simplement remplacé v par psi fois u et divisé par psi. Là, ça se factorise exactement. Sup. Moins 1,5 de alpha 2, la partie simple, c'est d2u sur d lambda. 2, parce que je ne dérive que le u, c'est multiplié par psi, et puis je divise par psi. Ensuite, j'ai le fait, lorsque je fais porter entièrement les dérivés sur psi. Mais j'aurai un terme ici, grâce à la relation 1,5 de psi lambda plus psi mu, dans lequel je fais aussi porter la dérivation sur psi, qui va s'annuler avec celui-ci. Donc, ce terme supplémentaire, je ne l'ai pas, à condition que j'écrive tout de suite du sur d mu. Et il me reste le terme que lorsque je dérive deux fois par rapport à lambda, de dériver une fois par le psi, une fois u. Il m'en vient 2, avec le 1,5, ça fait moins alpha 2. Et donc, je vais avoir d psi sur d lambda divisé par psi, parce que je divise tout par psi, fois du sur d lambda. OK? Donc ça, c'est fait. Le d de v sur le d de v sur d lambda sur dx, il y a un premier terme qui, lui, est toujours le d 2u sur d lambda dx. Pas de souci. Et puis, j'ai encore un terme dans lequel la dérivée par rapport à un lambda, c'est la dérivée en psi, et donc où je vais récupérer à nouveau une dérivée logarithmique, c'est-à-dire d psi sur d lambda divisé par psi, OK, fois, donc j'ai dérivé ça, du sur dx.
En effet, c'est la situation, dérivée par rapport à x, il n'y a que u, dérivée par rapport à lambda, c'est la situation où je dérive le psi. Et comme je divise par psi, il y a toujours un psi au dénominateur. Et enfin, moins L de x et de alpha fois psi, j'ai divisé par psi, il reste moins L de x et de alpha. Alors, le psi a disparu, les causes de non-bornitude ont été réduites, puisque la non-bornitude provenait de psi, et que, en tout cas, il n'y en a plus à un certain nombre d'endroits. En revanche, on voit qu'il y a un terme qui apparaît à deux endroits qui éventuellement peut créer de la non-bornitude, qui est cette dérivée logarithmique, qui est le d sur d lambda de log psi. Alors, d sur d lambda de log psi, déjà, si on veut appliquer les résultats généraux, donc en disant maintenant je sais un sup sur alpha dans A, le fait qu'on pose cette équation pour les mu positifs ou nuls, pour lambda réel et pour x, disons, réel ou dans RD ou dans ce qu'il faut, donc on a envie de dire, je veux appliquer maintenant la théorie classique des équations d'Hamilton, Jacobi et Bellman sous des hypothèses de croissance naturelle en L, de continuité uniforme, qui sont celles que je donnais la semaine dernière. Eh bien, il va y avoir une unique solution de cette équation de HJB. Ça va être vrai à une condition, c'est que tous les termes qui apparaissent, je répète bien, lorsque A est borné, c'est de dire qu'il existe une unique solution. Donc la condition aux limites en mu égale à 0 ne pose pas de problème puisqu'on ne l'atteint jamais, donc c'est comme s'il n'était pas là. Donc je passe là-dessus, ça c'est standard. Ce qu'il est un peu moins, c'est que ceci sera vrai à condition que cette dérivée logarithmique ait maintenant une croissance qui soit OK. Alors le plus simple pour les équations de Bellman, c'est de dire que la croissance est au plus linéaire. Donc, si c'est borné, c'est encore mieux. Croissance au plus linéaire par rapport à ces variables, et en fait, on sent bien que par rapport à mu, ce n'est pas un problème, mais quand mu grandit, tout s'écrase. La difficulté, c'est bien en lambda, sous-entendu en lambda. Et là, maintenant, si on avait des croissances exponentielles, je suis en train de prendre des logs, ça devient des choses linéaires, et lorsque je dérive, c'est borné. Ouais, enfin ça dépend. Ça dépend à quel point cette mesure est confinée. Si vous avez une mesure à support compact, ça va être le cas. Donc, donc ça sont des petits exercices d'intégration relativement classiques et qui rappellent beaucoup de choses à nouveau sur ce qu'on appelle la phase stationnaire réelle. Les gens qui ont fait des grandes déviations ont dû regarder des tonnes de choses comme ceci. Donc, quoi qu'il en soit, c'est des exercices, comme je le répète, d'intégration. On voit que si nu est un support compact, eh bien, ceci est borné. Un autre exemple qui est assez... c'est de dire si nu se comporte comme une gaussienne à l'infini. Donc, vous voyez, c'est plus un support compact, c'est à décroissance ultra rapide. Calculons un peu le psi pour voir ce que ça donne. Donc, on va le faire à la louche, c'est pas un calcul précis qui est nécessaire, mais on va avoir un moins et puissance moins alpha, il y a beaucoup de alpha là-dedans, et puissance moins delta Z2. Donc, on va avoir un e puissance moins k-Z2 parce que j'ai du mu, j'ai le delta, bon, bref, e puissance moins k-Z2 sur 2. Je vais mettre un delta, vous voyez que k c'est delta plus mu. E puissance moins k-Z2 sur 2, quoi d'autre?
Oui, et puis d'une certaine manière, on est obligé d'aller essentiellement jusqu'à mu égale à 0. Donc, si vous voulez, on sent bien que le pire, c'est quand même le cas où mu est égal à 0. Hein, puisque le domaine sur lequel on pose l'équation va jusqu'à mu égale à 0. Donc, on n'est pas obligé de se traîner le mu. Mais bref, là, il est dans le cas. Et puissance moins kz2 plus z lambda. Donc, ça fait puissance moins kz. Alors, z moins lambda sur k au carré. Et puissance... oui. Et puissance k. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a un demi qui manque. Bon, ça, c'est pas très important. K sur 2. Quelque chose qui est trop bon, là. Z lambda, oui. Bon, ça, c'est bon. Et puissance... bon. Je suis perplexe. Et puissance lambda 2 sur 2k. Donc bon, ça c'est une... Ah ben non. C'est par rapport à lambda. Je mélangeais lambda et z. Donc cette intégrale, c'est une constante qui dépend de k. Et donc on voit que psi est proportionnel. Donc lorsque je prends la dérivée du log, les constantes, on s'en moque, est proportionnelle à cette exponentielle. Ça veut dire que log est proportionnel à lambda carré sur 2k. Enfin... c'est lambda carré sur 2k plus la constante. Et donc, on voit que d sur d lambda de log psi, dans ce cas-là, il est précisément donné par lambda sur k. C'est-à-dire qu'il est à croissance linéaire. Donc, pour les gaussiennes, on est pile au cas, entre guillemets, limite. Et donc, dire que la croissance est au plus linéaire, vous doutez bien maintenant que si vous prenez une décroissance en e puissance moins kz à une certaine puissance qui est plus petite que 2, à ce moment-là, la croissance du log va être encore plus grande, la croissance de la dérivée du log va être encore plus grande, et on va sortir de ces hypothèses. Donc ça veut dire que les gaussiennes, c'est le cas limite, entre guillemets, pour que l'hypothèse simple de dérivée logarithmique au plus linéaire soit vérifiée. Je résume. Donc, ce que j'avais dit la semaine dernière, c'était grosso modo vrai à quelques chouillas près, que je suis en train de détailler. C'est dire qu'on fait cette transformation, on aboutit à une nouvelle équation, et dans le cas où la mesure qu'on a, le nu que l'on a fixé, a une décroissance suffisante, c'est-à-dire une décroissance style gaussienne. Au moins, ça peut être mieux si le style est super compact. À ce moment-là, il n'y a aucun problème, les théorèmes standards s'appliquent. Est-ce que c'est la fin de l'affaire? Non, mais ça devient ultra technique après. Donc, j'insiste sur le fait qu'on est parti d'une équation en dimension infinie dans laquelle il n'y avait pas de singularité, que certes, on a simplifié énormément la complexité ou la taille du problème en se ramenant à une équation en dimension 3, mais on crée des choses qui sont potentiellement non croissantes, potentiellement salement non bornées, et ça, il va falloir le gérer, et ça a un certain coût mathématique. Dans ce cas-là, le coût n'existe pas parce que le terme qu'on a rajouté est à croissance au plus linéaire, et c'est bon en ce qui concerne ces équations de Bellman. Bon, alors c'est pas fini, mais on tombe ensuite sur des questions qui sont reliées à la non-bornitude. On peut faire mieux que ça. Je n'ai honnêtement pas vérifié si on pouvait faire une mesure quelconque et gérer ce terme-là. Je pense que oui, parce qu'a priori, mais il va falloir le faire soigneusement, de la même façon que là, il fallait faire attention au psi, parce que je sais que ça marche bien à ce niveau-là.
Bien, alors de toute façon, dans le cas où A est non borné, du style pas de contrainte sur les contrôles, on a un coût qui est en alpha carré. Je vous avais déjà expliqué que effectivement le problème est fait de telle manière que l'on peut avoir intérêt à utiliser des contrôles qui sont immenses, entre guillemets infinis, de façon à révéler tout de suite la valeur du paramètre. Donc on est dans des situations là où on peut payer pour apprendre. Et il y a des situations où finalement payer pour apprendre, ce n'est pas assez cher. Et donc on apprend tout de suite, violente transition, et après on est ramené à un problème de contrôle stochastique standard. Donc cette violente transition, c'est typique de ce qu'on appelle le contrôle singulier, c'est quand les contrôles peuvent devenir infinis, c'est-à-dire qu'instantanément on fait quelque chose d'extrêmement violent qui change d'une certaine manière le problème, et on est face à un nouveau problème et éventuellement en meilleure posture. Donc ça c'est typique de ce qu'on appelle les contrôles singuliers. Donc, et là c'est exactement ce qui peut se passer. C'est aussi lié au fait que j'ai pris des modèles dans lesquels, qui sont multiplicatifs. Si vous voyez, ça c'est linéaire en Z, ça c'est bien, mais c'est multiplié par alpha. Donc en termes de Z et de alpha, c'est bilinéaire. Okay, et ça, bilinéaire, c'est la croissance plus que linéaire. Donc c'est normal qu'on le repaye quelque part. Alors, j'arrête là sur cet exemple pour vous dire, oui, on peut se ramener à des équations de HJB en dimension finie. Ça, il faut faire attention au psi, ce que j'avais complètement zappé, et heureusement Pierre, attentif, m'a dit, mais tu es sûr qu'il n'y a pas un petit problème avec la croissance en lambda? J'ai dit, oui, mais ça marche. Oui, ça marche. Enfin bon, ça marche parce que je savais que ça marchait là. Donc c'est obligé de marcher. Donc voilà comment on peut le faire marcher. Bien, donc ça c'est pour avoir quelque chose de gérable en termes de calcul. Donc des calculs ont été faits par Yves sur des problèmes typiques, sur des variantes de problèmes, sur un modèle qui à l'époque n'était peut-être pas tout à fait, dont les vis n'ont pas été complètement vissés, dont les boulons n'ont pas été complètement boulonnés, mais bon, grosso modo, on est dans des terres connues en termes de résolution d'équations de Bellman en dimension finie. En dimension infinie, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on va retrouver sur notre route plus tard dans le cours d'autres équations en dimension infinie. Disons simplement qu'effectivement, il est possible de donner un sens à ces équations. La question est le plus souvent de savoir dans quel espace on veut travailler, parce que l'espace des mesures est ce qu'il est. Bon, il y a pas mal de choix possibles pour poser ce problème-là. Une manière qui est celle dont j'avais abordé il y a fort longtemps le contrôle stochastique d'équations de Sakai, c'est de dire j'ai des mesures, d'abord je vais commencer par oublier qu'elles doivent être positives de façon à ne pas avoir de bord, ensuite dans un deuxième temps je vais plonger ça dans un espace de Sobolev négatif, mais il faut des poids, donc c'est assez pénible. Parce que vous voyez que même si vous voulez plonger ça dans un espace de Hilbert, dire je veux que ce soit des nus dans L2, il faut quand même faire attention à des poids. Il faut faire attention à des poids parce que vous voulez que cet espace soit donc des poids croissants, parce qu'il faut que cet espace donne des fonctions mesurables. On peut le faire. Et enfin, on peut, en travaillant soigneusement, travailler dans l'espace des mesures. J'y reviendrai peut-être, mais j'ai tellement de choses à aborder dans le cours que ça sera un peu délicat. Ce n'est pas le point très important. On a appris de toute façon, petit à petit, on a quand même appris grâce au MFG à travailler sur des équations de dérivées partielles non linéaires posées sur l'espace des mesures. Donc, ce n'est pas le point qui m'intéresse le plus dans ce cours-là. Je voudrais conclure cette partie-là du cours aujourd'hui
en disant, OK, j'ai démarré avec un exemple ultra particulier. C'était clair qu'on avait l'apprentissage bayésien sur des paramètres, que le paramètre, au lieu d'être un paramètre fixe, peut être un processus dont on apprend ces paramètres, etc. etc. Vous imaginez bien le genre de variante que l'on peut faire. Je voudrais au contraire revenir sur le contrôle stochastique avec information partielle, puisque finalement ça a été la bonne manière d'aborder ces questions d'apprentissage bayésien. Et dire au fond quand est-ce qu'on peut se servir du contrôle stochastique avec information partielle. Donc ce que je vais décrire est assez formel, et comment peut-on généraliser l'équation de Sakai? Donc pour conclure aujourd'hui, c'est contrôle stochastique avec information partielle. Le cas général plus plus. Alors, de quoi s'agit-il? Donc on a un système stochastique. En général, on dit qu'on a un système stochastique et qu'on a une observation. Vous avez vu que l'exemple du contrôle bayésien change un peu les choses, parce qu'on peut jouer sur l'observation à travers le contrôle. On a aussi des situations où l'observation a un impact sur l'état. Donc, sans parler de mécanique quantique, c'est ce genre, l'observation et vos actions ont un impact sur l'état. Donc, il y a beaucoup plus de couplage que ce qui a été assez naturellement regardé dans la littérature de ce qu'on appelle electrical engineering ou de contrôle stochastique en maths. Et donc, comment vais-je m'y prendre? Je vais dire que j'ai un système, et attention, je vais changer de notation. Le x, ce ne sera plus le même x. Donc, x... Donc, je vais avoir un gros système stochastique qu'on va contrôler. On va considérer qu'on peut agir sur toutes les composantes, mais on n'en observe qu'une partie. Okay? Donc, x va être la partie que l'on observe. Et donc, je commence par le x. Sigma de xt, yt, alpha t, dwt. Et puis, au lieu d'écrire un terme de dérive, je vais mettre le terme de dérive dans le dw, de façon à ne pas dire que lorsque je me sers de Gerssanov, j'ai besoin que sigma soit inversible. Donc ça va me permettre de faire des changements de variables. Donc ici, je vais mettre un b de xt, yt, alpha t. Ensuite, on va avoir la composante non observée, toutes les composantes non observées du système. Alors, eh bien, on va continuer avec un gamma de xt, yt, alpha t, dans lequel on peut avoir une corrélation entre les browniens. Donc là, la corrélation, elle est contenue dans le fait que j'ai un sigma, un gamma. Et puis, il y a une autre partie bruitée qui, elle, est complètement indépendante, que je vais baptiser delta de xt, yt, alpha t, dzt. Et puis, de façon à toujours... pardonnez-moi, mais le dwt qui est là, je vais tout de suite lui factoriser un b de xt, yt, alpha t dt. Bien. Et puis un terme de dérive, éventuellement en plus. Donc b, il y a encore bêta dont je peux me servir, plus bêta de xt, yt, alpha t dt. Bon, essentiellement, modulo une formulation un peu alambiquée pour éviter des problèmes d'invertibilité de sigma, c'est en fait un système contrôlé, stochastique, complètement général. Il
Il n'y a aucune hypothèse particulière qui est faite. Il est simplement écrit d'une certaine manière. Donc, je répète, ce que l'on observe, c'est xt, c'est-à-dire que l'attribut engendré par x, les alpha t, sont mesurables par rapport à cette tribu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que alpha t est adapté par l'attribut engendré par les x jusqu'à l'instant t. Bien. On a une certaine structure de coût, et je vais ici prendre à nouveau un problème en horizon infini, ce n'est vraiment pas le problème, et puissance moins rho t, L de xt, yt, alpha t, dt. Et j'ai un inf sur tous les alphas qui sont, que je vais mettre comme ceci, qui appartiennent à fx. Et quoi dire d'autre? Et puis, sachant que alpha prend ses valeurs dans un ensemble A donné. Alors ça va bien au-delà de ce que vous trouverez dans la littérature sur le contrôle stochastique avec information partielle. Pourquoi? Parce que, typiquement, dans la littérature contrôle stochastique en information partielle, l'état du système, c'est Y, et X, c'est son observation. En général, il n'y a pas de contrôle dans tous les W, tous les browniens. Bon, ça, c'est déjà une chose. Ensuite, il n'y a pas de corrélation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un W là et là. Dans l'équation de Sakai, les bruits sont indépendants. Donc, on considère qu'entre l'état du système et l'observation, les bruits sont indépendants. Et enfin, la fonction d'observation qui se trouve être ici B ou sigma B, bon, ça c'est le bruit qui perturbe l'observation, et puis ça c'est la dynamique de l'observation, c'est par le B ou par sigma B. Et cette fonction d'observation est, dans la littérature traditionnelle, supposée indépendante du contrôle. Hein? Et justement, c'est ce qu'on a abordé avec le contrôle bayésien, nous a montré à quel point il était naturel de dire que le contrôle peut jouer dans l'observation. Donc je vais vous donner l'exemple, et pour ceux qui, comme il y a un certain nombre de personnes qui apparaissent aujourd'hui, j'avais donné cet exemple bébête. Vous rentrez dans une voiture que vous ne connaissez pas. Okay? Vous ne savez pas du tout comment sa motorisation est. Vous avez de l'aléa, la route est plus ou moins plate, monte, descend, etc. Il est clair, et c'est lié d'ailleurs à la consommation d'essence et donc au coût, mais enfin peu importe, il est clair qu'appuyer plus ou moins fort sur la pédale d'accélérateur vous fera apprendre plus ou moins vite comment le moteur fonctionne. Si vous appuyez si vous conduisez vite au début, vous allez rapidement la prendre en main. Si vous vous traînez pendant 3 heures, vous n'apprendrez rien sur la voiture. D'accord ? Donc je donne cet exemple parce que c'est pour montrer qu'on le fait, en fait. Dans des situations d'apprentissage, on va parfois bousculer un peu pour apprendre plus vite. Donc, juste cet exemple pour bien montrer qu'avoir du contrôle dans la fonction d'observation, c'est naturel. Et puis, bon, c'est la généralité mathématique, en tout cas pour des processus de diffusion, la plus grande possible. Donc maintenant, on suit l'approche traditionnelle. L'approche traditionnelle consiste à se dire je vais transformer X en essentiellement un brownien, de sorte que tout sera mesurable par rapport à un brownien, et on réécrit le problème. Donc, comme je l'ai déjà fait, on réécrit rapidement le problème. Je précise que les fonctions sont connues, mais ce que l'on n'observe pas, c'est Y. Donc on connaît le modèle. Bien. Alors, que dire d'autre? Non. Donc, Girsanov, et on va finalement tout réécrire. Donc je vais dire F mesurable, et ça sera l'attribut engendré par W, ça sera la même chose. Donc de l'espérance
de l'intégrale de 0 à l'infini de puissance moins rho t. Et là, ce que l'on va avoir, c'est L de x, yt, alpha t, nu t de x dx. Et il va falloir que j'explique ce que c'est nu t. Étant entendu que maintenant j'écris déjà dxt, et puis il va falloir qu'on comprenne ce que c'est nu t, et que je le définisse et qu'on comprenne ce que c'est. Donc dxt va être là-dedans sigma de xt. Bien, donc là on va voir tout de suite. Donc je me suis trompé, là c'est le xt, y. Ce qu'on observe, c'est x, oui c'est ça. Nu t de y, dy. Bon, alors, dxt égale sigma de xt, yt, alpha t, dw. Bon, le y, il n'est pas connu. J'ai aucune moyenne par rapport à y. Je ne peux pas faire d'information partielle. Et donc, on voit qu'il y a une première hypothèse, c'est que je ne peux pas avoir, on ne sait pas gérer une dépendance en y ici. Donc, première hypothèse, c'est que sigma est indépendant de y. J'avance et on va voir ce que l'on peut faire ou ne pas faire. On apprend au fur et à mesure. Le bêta, il va être contenu dans le B, et il me faut donc définir un d nu t pour avoir ensuite un problème de contrôle stochastique en information totale, complète. Mais déjà, il faut que je définisse nu t. Donc je laisse ceci en plan. J'écris mon yt et j'écris la définition, avant de tout effacer. Donc dyt, c'était un alpha de xt, yt, alpha t. C'était pas terrible. Donc c'était gamma. Gamma dwt, plus delta de xt, yt, alpha t, dzt. Et plus bêta, toujours les mêmes trois saloperies. Et j'aurais dû dire au préalable que j'avais décomposé que les wt et les zt sont indépendants. Donc, w est orthogonal à z. En d'autres termes, wt, zt sont indépendants. Bien. Donc là, les positions indépendantes. Et enfin, nu t, qu'est-ce que c'est? Nu t est la probabilité. Donc ça, c'est à la Sakai, c'est pas à la Kushner, c'est à la Sakai. C'est une mesure aléatoire qui va être définie par l'intégrale de phi de y nu t de y, de y, et l'espérance conditionnelle par rapport à l'attribut qui correspond à nos observations, ici l'attribut brownienne W, associé à W. Ceci, c'est simplement l'espérance de phi de yt fois le fait qu'on a fait la transformation de Gershanov, c'est donc l'intégrale de 0 à t de b dw moins 1,5 de l'intégrale de 0 à t de b carré ds. Donc, j'ai fait la transformation de Gershanov, j'ai ces exponentielles. J'ai ensuite une expression, mais une expression que je conditionne par rapport à l'attribut, qui est la seule que je connaisse. Donc, conditionnée par ft, qui est donc simplement l'attribut engendré par w jusqu'à l'instant t. Toutes les observations que j'ai faites jusqu'à l'instant t. Bien. Et la question, c'est de savoir quelle équation puis-je écrire maintenant. Alors, on va faire, évidemment, c'est la formule de Ito qui va jouer un rôle. Donc, je vais faire
la déduction de cette équation un peu rapidement. L'intégrale de phi nu t. Je prends une fonction test et je regarde, j'essaie de prendre la différentielle par rapport au temps. D'abord, il y a le défi YT. Et après, je vais conditionner. Il faut faire un peu attention avec les tribus, mais il se trouve que là, ça marche bien. Donc, qu'est-ce que vous allez récupérer? Vous allez récupérer quelque chose comme l'opérateur L-phi. Alors, c'est quoi l'opérateur L-phi? Je vais l'écrire dans un instant. Je vais l'écrire tout de suite. C'est l'opérateur associé à cette diffusion-là. Donc, ça dépend de xt et de alpha t. Donc, tout ceci est aussi paramétré par xt alpha t. Donc là, pour l'instant, dans le calcul que je vais faire, xt et alpha t sont supposés fixés. Après, tout dépend de xt et alpha t. Mais ce sont des variables du système, c'est le contrôle et l'autre état du système. Donc ça ne pose pas de problème particulier. Donc, l'opérateur L, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est l'opérateur associé à l'évolution de la partie non observée du système, qui est donc, j'écris les choses comme si on était en dimension 1 demi de gamma 2 plus delta 2, d2 sur dy2. C'est la somme totale de la diffusion, plus bêta d sur dy. Bon, eh bien, lorsque vous faites ceci, eh bien, vous avez effectivement un L-phi de yt dt. Fois l'exponentielle, etc., etc. Donc, je ne réécris pas l'exponentielle. Une espérance conditionnelle. OK? Donc, je mets... ça, c'est quand même à prendre avec un peu de pincette. Hein. Vous pouvez le faire, par exemple, en revenant à des petites variations. Ça ne pose pas de problème particulier. Donc ça, c'est un premier terme. Un deuxième terme, c'est la partie aléatoire. Alors, il y a une partie qui ne pose pas de problème, qui est la partie en dz, parce que dz est indépendant de ft. Et que ça, vous pouvez considérer qu'on est déjà au niveau de ft. Le zt est indépendant, le dzt est indépendant de tout ce que vous voulez. Et il est de moyenne nulle. Donc, celui-là n'intervient pas. En revanche, il y en a un autre qui intervient, qui est le gamma transposé gradient phi. Bon, comme j'ai dit que j'écrivais tout comme si c'était en dimension 1, c'est un gamma dφ sur dy, dw, exponentielle, patati patata, ft. Bon, attention, parce que justement le ft bouge. Donc là, vous pourriez me dire, oui, attendez, mais un accroissement de brownien, c'est indépendant de ce qui s'est passé avant. Oui, à part que là, on conditionne jusqu'à l'instant t plus h. On regarde un accroissement de wt à wt plus h, et on conditionne par l'attribut ft plus h. Donc le dwt, en fait, je vais pouvoir le sortir de cette expérience conditionnelle, parce qu'il y appartient. Donc c'est là où il faut faire un peu attention. S'il n'y avait pas du t ici, il n'y aurait pas de difficulté. Là, il faut faire un tout petit peu attention à ce qu'on raconte. Mais justement, si on est en t plus h, l'accroissement de brownien qui est indépendant de tout ce qui s'est passé à l'instant t, lui, il est mesurable par rapport à l'attribut ft plus h. Donc il y a ce terme-là. Il y a un terme de multiplication qui est aussi en dw, parce que ça, c'est b. Donc ça, c'est l'espérance de b phi exponentielle ft dwt.
Et puis, en fait, on doit prendre la différentielle de Ito de tout ça. Et il y a la corrélation des dW entre ces deux gars-là. Donc là, on a un gamma des phi. Oui, c'est ça. Un gamma des phi sur dy. Et là, on a un B. Multiplié par B. Donc, plus l'espérance de E, B, gamma des phi sur dy. Cette fois, c'est un dt. Le dt, je vais pouvoir l'enlever. Je le mets à l'extérieur pour être cohérent. L'exponentielle ft dt. Alors, ce terme-là, il est vraiment pas gênant. Bien. Et là, on a tous les termes. Et du coup, on sait maintenant écrire une équation en observant que la définition... Donc, la définition de ceci, maintenant, j'égalise. Ça fait l'intégrale de phi nu t. Ça, c'est égal à l'intégrale de gamma des phi sur dy nu t. Ça, c'est égal à... Alors, il y a un dt, pardon. Un dwt. Et puis ici, c'est vraiment une bonne idée de faire ça le jour où je fais 3 heures. Bon, alors, B phi nu t dw. Et puis le terme croisé en dw qui me donne, à quelques erreurs de calcul près, un gamma, un B gamma des phi sur dy nu. Dt. Et donc là maintenant, pour conclure, ici, il suffit de faire toutes les intégrations par partie. Et donc, on obtient finalement l'équation L étoile nu t dt. Donc ça, c'est le terme standard dans l'équation de Sakai, qui est l'opérateur adjoint associé au générateur de la diffusion, de la partie de la diffusion non observée. Observez ici que, qui plus est, les coefficients de cet opérateur dépendent du processus observé. Ça, c'est déjà dans Sakai, mais ici, dépendent du contrôle. Et ça, ce n'est pas dans Sakai. De toute façon, il n'y a pas de contrôle dans Sakai. Mais même dans les versions où il y a du contrôle, Mortensen, Duncan, etc., le contrôle, il n'est pas là.